La question du stress est une question fondamentale dans de nombreuses situations. On pourrait dire, à chaque fois que nous sommes dans l'action, il y a un risque potentiel de stress. Alors d'abord, qu'appelle-t-on le stress? Le stress se définit comme un écart entre ce que quelqu'un attend et ce qu'il rencontre effectivement. Il y a donc de nombreuses situations qui correspondent à une situation de stress. Par exemple, laisser tomber ses clés dans une bouche à égout au moment où on va monter dans sa voiture le matin, ce n'est effectivement pas tout à fait la situation attendue, et donc il y a à ce moment-là un effet de stress. Cet effet de stress, qui sera augmenté si dans le cas de la perte des clés ou de la chute des clés, il y a un rendez-vous important auquel on est convié. Le stress est donc en fait une activité, a des conséquences cérébrales et complètes, puisqu'on verra qu'il y a aussi des conséquences corporelles, en raison de cet écart qui, dans son instantanéité, quelquefois dans sa brutalité, empêche le cours normal de la réflexion. Pour comprendre les conséquences du stress, il faut revenir sur deux aspects du fonctionnement cérébral. Dans le fonctionnement cérébral, nous allons distinguer l'aspect de la perception, c'est-à-dire la collecte d'informations par nos sens, et l'aspect de la cognition, c'est-à-dire le traitement de cette information. On peut voir qu'il y a différentes postures pour observer le cerveau, et donc que ces postures, suivant le sujet que l'on veut traiter, permettent de mettre en évidence telle ou telle caractéristique du fonctionnement cérébral. Dans la fonction perceptive, il faut prendre en considération le fait que cette fonction est une fonction en rétroaction avec l'environnement, c'est-à-dire qu'une perception est une émotion, au sens étymologique. Quand nous percevons quelque chose, en général, nous nous mettons en mouvement. Movere, émotion, tous ces mots-là ont la même signification. Donc quand nous percevons quelque chose, il y a tendance à avoir une réaction immédiate, une mise en mouvement qui prend plus ou moins en compte l'activité cérébrale. Quand je dis l'activité cérébrale, j'entends l'activité de cognition. Dans le deuxième aspect, donc, la partie, appelons-la réflexion, appelons-la intelligence, c'est-à-dire tout ce à quoi je peux penser. Quand mes clés tombent, je peux me mettre à dire, finalement, ce n'est pas grave, puisque les clés de ma maison sont à un autre endroit, que le double des clés de la voiture est à tel endroit, et donc je vais pouvoir démarrer ma voiture, et je n'aurai perdu que quelques instants. Cet aspect d'intelligence, cet aspect cognitif, nous allons le regarder sous deux aspects. Celui de l'intelligence fluide et celui de l'intelligence cristallisée. Ce qu'on appelle l'intelligence fluide, c'est la réflexion que je viens de mener à propos des clés, c'est-à-dire un enchaînement de principes déductifs, puisque nous sommes dans un monde relativement déductif. Ce n'est pas grave parce que j'ai un double des clés qui est dans la maison, que j'ai les clés de la maison, et donc que finalement, en quelques instants, j'aurai résolu mon problème. L'intelligence fluide correspond donc à la définition classique de Piaget. Ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. La deuxième vision de l'intelligence est ce qu'on appelle l'intelligence cristallisée. L'intelligence cristallisée correspond à des mécanismes, en quelque sorte, des apprentissages. Quand je conduis ma voiture, eh bien en fait, je mets en œuvre une intelligence cristallisée, ce qui me permet d'ailleurs de parler à quelqu'un, de penser à d'autres choses et de ne pas très bien me souvenir de ce que j'ai croisé sur le bord de la route, ce qui n'est pas très sérieux, on peut effectivement le retenir, mais toutes les règles du bord de la gestion automobile, en fait, visent à garder quand même une certaine attention malgré la mise en œuvre de cette intelligence cristallisée. Le stress va avoir des conséquences sur la perception, sur l'intelligence fluide et sur l'intelligence cristallisée. Notre perception a une certaine élasticité, c'est-à-dire qu'en fait, l'enchaînement entre une perception
et une émotion va donner lieu donc à des comportements, et que ces comportements, même si certains correspondent à des activités de confort, à presque, pourrait-on dire, des réflexes, j'ai une souplesse qui est plus ou moins forte dans une situation. Tout le monde a constaté que quand on est fatigué, nous sommes plus réduits dans nos activités comportementales, c'est-à-dire que nous avons moins de souplesse. On sera plus facilement énervé pour certains. Les gens qui ont tendance à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, à être très intravertis, quand ils sont fatigués, auront beaucoup plus de mal à ne pas être intravertis, c'est-à-dire il faudra qu'ils fassent un effort encore plus grand pour aller rencontrer des gens. La fatigue est un type de stress en fait, puisque je voudrais effectivement me reposer, pour des raisons X et Y, je ne peux pas. Donc le premier effet du stress, c'est un effet sur les capacités perceptives. Il réduit les issues comportementales. Si le stress est de longue durée et s'il est très intense, on pourra perdre complètement ses capacités perceptives jusqu'à passer un point à partir duquel on ne sait pas d'un individu à un autre ce qui peut se passer, c'est-à-dire c'est un point de décompensation. En langage très vulgaire, on appelle ça péter une durite. Il y a différents types de décompensation. Il y a des gens qui vont partir et se transformer en zombies, en quelque sorte. Il y en a qui vont devenir extrêmement violents. Cet effet est difficilement prévisible, comme nous le disions tout à l'heure. En ce qui concerne l'intelligence, les intelligences, devrait-on dire, suivant qu'elles soient fluides ou cristallisées, suivant le type de stress, ce ne sont pas les deux intelligences qui seront immédiatement touchées, mais si le stress est d'origine extérieure, c'est-à-dire non humain. C'est le cas pour un pilote d'avion qui découvre qu'il a un moteur en feu, par exemple, puis un deuxième, ce qui évidemment augmente la dose de stress, puisque ce n'est pas une situation normale, une situation attendue quand on est en vol. À ce moment-là, la perte d'intelligence se fait sur l'intelligence fluide. On estime qu'une fois la source du stress identifiée, moteur en feu, il faut compter à peu près un quart d'heure, 20 minutes, avant que cette intelligence fluide retrouve une activité normale. C'est pour cela que vous avez toute une série de procédures qui sont mises en place sur les avions, sur les bâtiments militaires, sur les bâtiments civils, pour qu'en cas de stress violent, on déroule automatiquement un process sans avoir, en quelque sorte, à réfléchir. Si vous vous souvenez d'un accident d'un avion suissaire qui avait été pris par un incendie, qui venait de décoller il n'y a pas très longtemps, donc qui était chargé de carburant, la procédure indiquait qu'il fallait aller tourner pour vider les réserves de carburant, ce qu'ont fait les pilotes après une discussion d'ailleurs très violente dans le cockpit, me semble-t-il. C'est parce que l'un avait gardé un peu plus d'intelligence fluide et estimait que le temps qu'ils allaient consacrer au vidage du carburant était trop long et que l'incendie allait se développer trop rapidement. Il proposait donc de poser l'appareil plein de carburant. On voit bien que ce débat mérite effectivement d'être posé. L'avion, dans ce cas-là, a été vidé de ses réservoirs. Effectivement, le feu s'est développé et l'avion a été perdu. Quand il s'agit d'un stress d'origine humaine, quand, par exemple, on se fait braquer, vous allez au cinéma, vous êtes dans une rue, quelqu'un avance et met un fusil dans votre dos, à ce moment-là, ce type de stress va vous faire perdre votre intelligence cristallisée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dans votre tête dire « mais ce gars, il est fou ». Vous allez vous pouvoir peut-être imaginer un certain nombre de choses, mais corporellement, il est probable que vous serez tétanisé. Dans les régimes concentrationnaires, qui sont des régimes extrêmement violents, tels que nous pouvons voir les régimes nazis par exemple et la déportation, le principe de la déportation, c'est qu'on applique pendant de très longues périodes un double stress, à la fois humain et à la fois environnemental. C'est le cas des gens qui étaient transportés des jours durant dans des trains sans manger et sans boire. À l'arrivée des trains de nuit, les chiens aboient. En général, une ou deux personnes sont abattues. Et vous constatez qu'à partir de ce moment-là, très peu de gardes
arrive à conduire un train entier dans les crématoires. C'est donc l'effet caractéristique, je dirais, d'un ultra-stress. Sommes-nous tous égaux devant cette situation, ce traitement de l'information qui consiste effectivement à ne pas rencontrer ce que nous attendons? Eh bien non. Il y a des gens qui perdent très rapidement beaucoup de leurs possibilités et puis ensuite qui sont très très longs, par exemple, avant de partir en décompensation. Il y a des gens qui, au contraire, ne vont pas perdre tout de suite leur capacité. Il faudra des stress très importants pendant très longtemps, mais d'un seul coup, ils perdront tout. Et puis, il y a des gens qui vont, je dirais, perdre régulièrement, au fil de l'eau, leur capacité. La caractérisation d'une courbe de stress est donc fondamentale. On cherche à la comprendre, on cherche à la tracer dans des métiers dans lesquels le stress sera très important, par exemple les activités de commando. Dans les activités de commando, le commando étant lui-même son propre système d'armes, soumis à tous les dangers, ne pouvant compter sur pratiquement aucun support, il est très important de voir comment caractériser la courbe de réaction au stress du commando pour pouvoir à ce moment-là, par l'entraînement, améliorer de façon continue cette courbe de stress. L'amélioration donc de la résistance au stress est possible, elle se fait par des entraînements réguliers et elle conduit bien sûr dans un certain nombre de cas à des sélections et à des choix parce que pour certaines personnes il est quasiment impossible d'améliorer la courbe de stress. Dans quel cas c'est très difficile? Il est très difficile d'améliorer la réaction au stress à chaque fois que dans le système perceptif, il y a ce qu'on appelle des traces phobiques ou des comportements phobiques très importants. Nous parlerons dans une autre vidéo des caractérisations de la phobie.